Mesdames, Messieurs, les rites votifs sont, comme je l'ai dit, l'un des traits caractéristiques de la piété romaine. Nous avons développé les deux étapes principales des vœux, la formulation et l'acquittement, nuncupatio et solutio, comme disent les Romains. Donc, formulation et acquittement des vœux réguliers comme des vœux extraordinaires, tels que les livres conservés de Tite-Live nous permettent de les connaître. Nous avons découvert le côté très formel de ces rites qui n'ont pas peu participé à la caractérisation de la religion romaine comme une religion décadente, froide et morte. J'ai averti déjà contre un tel jugement. À l'aune de nos conceptions de la piété, c'est sans doute ainsi qu'on peut éventuellement juger cette piété formaliste, encore que même dans les religions d'aujourd'hui, on peut aisément retrouver les mêmes traits, du moins dans le culte des saints, pour rester proche de nous. Le formalisme attesté par les quelques formules de nuncupatio que nous avons lues nous ont mené vers la question si les vœux étaient toujours acquittés. La première réponse est évidemment oui, puisque nous parlons du peuple romain qui, d'après Tite-Live et ses contemporains, était le plus pieux de la terre. Les accusations contre ceux qui croyaient pouvoir se passer des vœux ou les oubliaient sont là pour le prouver. Mais lorsque nous y regardons de plus près, nous découvrons que les acquittements tardent parfois à se concrétiser. Est-ce par oubli? Est-ce par impiété? Nullement, en tout cas d'après Tite-Live. Le cas du fameux ver sacrum, de ce printemps consacré qui devait se traduire en sacrifice de tous les animaux nés pendant 2 mois qualifiés de printemps, en offre l'illustration. Au pire moment de leur histoire, pendant la Deuxième Guerre punique, les Romains ont attendu pendant 21 ans avant d'acquitter ce vœu. La raison en est la condition votive. Tant que les Carthaginois et les Gaulois n'étaient pas battus, l'acquittement n'était pas dû aux dieux. Dès que ces conditions ensuite étaient réunies, les pontifes ont tout de suite averti le Sénat que le moment de la solutio était venu. Lors de la formulation de ce vœu en 217, puis à nouveau lors de son acquittement, la chicanerie pontificale était donc grande. Contredit-elle la longue période de latence du vœu? À nouveau, nullement. Elle doit être comprise comme le signe d'une piété exemplaire plutôt que comme une preuve de cynisme digne d'une religion décadente. D'abord, les Romains agissaient conformément à la tradition. Un vœu, chez eux, n'est exécutoire que si la condition est remplie. J'ai attiré votre attention sur le côté très pédant des vœux. Si tel jour tu fais ceci et cela, alors moi, je fais telle autre chose. Et cette condition n'était pas exécutoire jusqu'en 196. Enfin, ce vœu n'était pas exécutoire jusqu'en 196, et ne pas l'acquitter n'avait donc rien d'impie. Au contraire, c'est plutôt la constance de la piété dans l'adversité, la confiance dans les dieux, et la reconnaissance ensuite dans la victoire que l'anecdote des vœux de 217 est censée célébrer. Théoriquement, les vœux de 217 étaient caducs dès 213. Les pontifes et le Sénat auraient pu mettre un terme à toute l'affaire et dire simplement, bon, les dieux n'ont pas fait ce qu'il faut, et ils auraient pu se soumettre à l'insondable volonté divine et acquitter les vœux malgré les catastrophes, en disant c'est comme cela, mais nous remplissons notre vœu. Ou bien ils auraient pu désespérer et se lancer dans une folle célébration de rites exotiques, comme l'ont fait le petit peuple et les femmes, vous vous rappelez. Exemplaire comme il se doit pour les grandes figures de la guerre punique, les sénateurs, les magistrats ne plièrent pas devant les revers de la fortune et l'apparent silence des dieux. Certes, si je m'appuie sur des documents d'époque impériale, il n'est pas exclu que les autorités aient pratiqué alors, vers 213 mettons,
ce qu'on appelait une commendatio votorum, une confirmation de vœux, analogue à celle que les Arvales célébrèrent 3 siècles plus tard pour le salut de Domitien, le mois de la mort de son frère Titus. Les deux personnages avaient été l'objet de vœux pour leur salut le 3 janvier précédent. L'un des deux meurt, alors les prêtres confirment le vœu pour Domitien. Mais c'est quand même une situation un peu différente, puisque là, quelque chose avait troublé le vœu. Mais je ne veux pas l'exclure, encore que Tite-Live n'en dit pas, et les autres sources n'en disent pas un seul mot. Les sénateurs ont pu repousser de 5 années l'acquittement du ver sacrum sans perdre espoir, jusqu'à la victoire définitive. Il n'est pas impossible non plus qu'en 213, ils aient considéré le vœu du ver sacrum comme caduc. Et dans la mesure où un vœu caduc ne donnait sans doute pas lieu à une cérémonie particulière, mais à une simple constatation, il est à envisager aussi que les pontifes aient ranimé en 195 un vœu périmé pour célébrer une fois de plus la victoire et l'assistance divine, pour se montrer malgré tout, malgré le silence des dieux pendant un temps, très reconnaissant. Malheureusement, tout cela, ce sont des broderies que je fais autour du texte de Tite-Live. Les sources ne permettent pas de démontrer l'une ou l'autre proposition. Le seul indice qu'elles contiennent, les sources, est l'acquittement du vœu des grands jeux de 217, effectué en 208, trop tard également, suivi par l'émission d'un nouveau vœu, acquitté lui-même en 203 et 202, et enfin par le vœu de 200, acquitté en 194. On dirait que devant les incertitudes de la fortune, si l'on se fonde sur le texte que nous avons, le Sénat et les pontifes ont choisi, dès les premières embellies, une solution moyenne qui consistait à acquitter une partie des vœux, tout en attendant pour l'acquittement définitif, avec le grand vœu du ver sacrum, que la victoire soit indiscutable. Leur solution concernait la partie du vœu qui dépendait des magistrats et non de l'ensemble du peuple. Les jeux avaient été voués par des magistrats, payés par l'État. Le vœu du ver sacrum, c'était un vœu de l'ensemble de la citoyenneté, rappelez-vous. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, ce qui permettait peut-être aux autorités de distinguer entre les succès des armées et le salut global, en 195, du peuple romain. Mais on peut toujours parler de ce cas exceptionnel aussi longtemps qu'on veut, on n'aura pas davantage de lumière. Mais le cas n'est pas isolé. Je ne parlerai pas des autres exemples puisqu'ils sont extérieurs à l'œuvre de Tite-Live, et je vous signalerai seulement un autre cas rapporté par l'historien, qui est très intéressant aussi. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un événement aussi bien documenté que le vœu du ver sacrum et des grands jeux voués en 217. Nous sommes beaucoup plus tôt, en 460-459, peu après la fondation de la République. Le texte est très court. Le recensement eut lieu cette année-là, mais à cause de la prise du Capitole et de la mort du consul, on ressentit un scrupule religieux condere lustrum, de fonder, de faire le lustrum. Peu importe l'historicité de cet événement, nous sommes très hauts dans l'histoire, l'important, c'est le récit lui-même, la manière dont Tite-Live le raconte. Condere, nous l'avons vu, c'est conclure le recensement par le sacrifice à Mars, qui confirme que le peuple romain et la République sont, ce jour-là, dans le même état que lors de la censure précédente, 4 ans plus tôt. Or, Rome sortait à peine d'un grave soulèvement d'esclaves, en 459, mené par Appius Herdoneus, des troubles au cours desquels le Capitole avait été pris d'assaut par ses esclaves et par des exilés, et un consul avait été tué. Mon interprétation du refus de clore le recensement par le sacrifice votif à Mars sera de considérer que dans la mesure où Mars n'avait pas défendu l'intégrité de la République, eh bien, le vœu censorial, formulé 4 ans plus tôt, était caduc. On l'a purement et simplement omis de le célébrer, de l'acquitter.
Et je suppose que les censeurs ont néanmoins formulé de nouveaux vœux pour la période suivante, comme cela arrive plus tard lorsque les vœux du début de l'année ne sont pas acquittés. Et vous voyez qu'ils ont même ressenti un scrupule religieux, religiosum fuit, d'acquitter ce lustrum, de faire ce sacrifice votif, parce qu'on ne pouvait pas mentir dans ces histoires de contrats. On ne pouvait pas faire comme si Mars avait protégé, parce que comment le dieu allait-il prendre cela? On n'est pas ses esclaves. Il s'était engagé avec les censeurs précédents, il ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, le Capitole lui-même a été souillé, un consul tué, etc. Eh bien, on est quitte. C'est ça la piété votive des Romains. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir par rapport à ce que nous concevons aujourd'hui comme religion votive. Ces exemples révèlent l'un des aspects, je l'ai déjà dit, les plus caractéristiques de la piété romaine. Les vœux sont des contrats conditionnels qui, de façon rituelle, mais sans représentant contractant des dieux, celui qui formule le vœu joue les deux rôles, si vous voulez, met en scène un accord formel conclu entre les dieux et les Romains. Les formules de vœux figuraient sur des registres publics et étaient donc archivées officiellement. Rappelez-vous l'histoire du vœu sensorial formulé par Scipion l'Africain. Il reçoit la dictée des tablettes officielles, dit le texte, et il la fait corriger dans les registres officiels. Donc il ne s'agit pas du tout de gestes fortuits, mais d'actions réfléchies, discutées et exécutées avec une grande prudence. Au moment de l'acquittement, c'est avec la même pédanterie que les termes du vœu sont examinés puis acquittés. Ce comportement de juriste caractérise une religion ritualiste dans laquelle la perspicacité des humains s'exerce sur les aspects formels des relations avec les dieux ici-bas sur terre. Et le fait que l'on puisse ne pas accomplir la promesse votive quand les dieux n'ont pas fait ce qu'ils devaient, le fait que c'est par crainte religieuse, je viens de le dire, que les censeurs de 459 ne célèbrent pas le sacrifice ordinaire de clôture du recensement, parce que Mars n'a pas protégé le peuple romain, eh bien, contribue à éclairer les relations particulières qui unissaient les Romains à leurs dieux. Nous avons parlé de relations réglées entre les Romains et les dieux. Eh bien, ça nous mène tout droit à un cinquième point qu'il faudra maintenant examiner, c'est la divination. En dépit du réseau très dense et ininterrompu de liens publics et privés qu'il créait avec les dieux, les sacrifices et les vœux ne représentent qu'un aspect des relations que les Romains entretenaient avec leurs dieux. Il y avait aussi la consultation des dieux et le déchiffrement des messages que ces derniers pouvaient envoyer aux Romains sous forme de signes, d'événements, de prodiges, comme on disait. Les magistrats romains passaient autant de temps à consulter les dieux qu'à sacrifier, à s'acquitter de vœux et à prononcer des vœux. C'est ce qui leur attira, je crois que je l'ai déjà cité une fois, la remarque acerbe d'Archidamos, un ambassadeur des Étoliens au moment où commencent les guerres en Grèce contre les Grecs et contre les Macédoniens. Donc Archidamos qui disait qu'il n'avait vu le commandant romain le jour du combat qu'occupé d'hospices, de victimes et de vœux comme un simple sacrificateur, un sacrificulus, un terme un peu dépréciatif, tandis que lui, Archidamus, lui faisait un rempart de son corps contre les traits de l'ennemi. Un vrai soldat, il fait autre chose que découper des victimes et regarder des oiseaux. On ne saurait effectivement mieux décrire un magistrat romain qui avait autant d'obligations religieuses que de charges de gouvernement. Et les Grecs, d'ailleurs, étaient étonnés de voir l'attachement rigide des Romains, des commandants romains, des consuls, des préteurs, tout ce que vous voulez, à cet appareil formel de la religion romaine. Le système divinatoire auquel était lié une partie des devoirs du magistrat consistait à consulter les dieux à propos de ce qu'ils comptaient faire
ou pour savoir ce qu'il convenait de faire lorsque des signes inquiétants et imprévus s'étaient manifestés. Nous verrons d'abord les consultations divinatoires ordinaires exécutées par les magistrats avant d'examiner leur réaction face aux prodiges qui paraissaient graves. Les auspices, qui est un terme qui vient de aves spicere, observer les oiseaux, consistait dans l'observation du comportement des oiseaux dans le but d'obtenir le soutien des dieux. Avant chaque acte de gouvernement, le consul ou le préteur surtout, les magistrats inférieurs à ceux-là avaient aussi, semble-t-il, les auspices, mais malheureusement on ne nous en parle pratiquement jamais. Donc avant chaque acte de gouvernement, consul ou préteur précédait à cette cérémonie de prise des auspices. Comme s'écrit en 365 le très conservateur Appius Claudius Crassus, notre ville a été fondée par auspice. Par auspice, nous agissons en toute occasion, en guerre comme en paix, chez nous comme à l'armée. Qui l'ignore? En fait, nous le verrons, je le répète encore, tout acte public, civil ou militaire, est précédé de la prise d'auspice, et sous la République, le droit des auspices est resté un point de conflit régulier entre les magistrats, le Sénat et le peuple. Comme Appius Claudius le rappelait, au moment où il fonde Rome, Romulus prend les auspices sur le Palatin pour obtenir l'aval de Jupiter. Plus exactement, il demande, vous le voyez dans le texte, c'est un petit point de vocabulaire, des auguria au neutre pluriel, des augures, des signes par lesquels les dieux manifestent leur volonté. Dans le système postérieur auquel nous sommes habitués, les auguria sont les signes observés par les prêtres dits augures, les augures au masculin pluriel. Les magistrats, quant à eux, prennent les auspicia, les auspices. Ça vous rappellera peut-être vos cours de version. La distinction est un peu plus complexe parce que l'auspicium, c'est simplement l'observation des signes. Mais il semblerait que dans certaines formules, quand les prêtres appelés augures prenaient des auguria, observaient des signes, ils ne disaient pas auspicia, mais augurium. Peu importe, c'est un terme intéressant. Autre point de terminologie, Tite-Live donne une autre définition d'un terme augural, le templum, d'où vient notre mot temple. Le templum est un espace défini et délimité à l'époque historique par les augures, les prêtres, pour servir de cadre à des actes de gouvernement. Consulter les dieux au nom de la République, dédier, consacrer des temples dans un espace précis, voter des lois, prendre des senatus consultes, élire les magistrats, installer des temples, je l'ai dit, où résidaient les dieux, d'où notre mot temple. Un temple est construit sur un templum, c'est un peu ça l'originalité du terme. Et il semblerait que le haut podium qui distingue un temple romain d'un temple grec, qui est beaucoup plus bas, serait la représentation de cet espace inauguré du templum dont nous parlerons. Tite-Live ne se donne pas la peine de préciser ce que ses lecteurs savaient, à savoir que l'espace civil de la ville lui-même était inscrit dans une ligne juridique appelée le pomerium, dont le premier tracé aurait été installé par Romulus et marqué par des murs et des bornes. C'est à l'intérieur de cet espace ainsi délimité que les augures pouvaient installer des templa, des temples, des espaces aptes aux actes publics que je viens d'énumérer. Il est très bref, Tite-Live est très bref sur la fondation même, et notamment sur le meurtre de Rémus par Romulus, qui est en rapport avec cette limite juridique, et tel que ce meurtre est décrit par d'autres auteurs. Mais dans un passage postérieur, il donne une définition courte, mais très précise d'un élément irritant du vocabulaire romain, c'est-à-dire du terme templum. Il nous dit ce qu'est un templum, un concept dont les savants discutent encore aujourd'hui, en termes plus ou moins aimables.
Il est très bref sur ça, mais ici, il nous donne quelque chose. Quand en 338, donc, la flotte de la cité d'Antium, Anzio aujourd'hui, fut défaite, des éperons de ces navires, appelés rostres, furent fixés sur le forum romain à la tribune des orateurs, d'où le nom de rostra, rostre qu'on donne à ce templum, dit Tite-Live. Vous avez certainement en tête les rostres qui se trouvent à côté de l'arc de Septime Sévère. Vous avez l'arc de Septime Sévère ici, le Capitole, Saturne, la Curie est là, et ici vous avez cette tribune qui est la tribune des rostres de l'époque de César. Et c'est donc ici, quelque part, vous verrez sur un plan un peu mieux, qu'étaient fixés les rostres. Autrefois, on pouvait examiner tout cela d'un peu près. Aujourd'hui, c'est devenu presque impossible, si vous êtes passé récemment, en raison de ce chantier de travaux publics interminables que le Forum romain est devenu depuis quelques années. Bien entendu, il s'agit ici des rostres bien plus récents que ceux que le texte décrit, qui se trouvent aussi à un autre endroit que les rostres du IVe siècle. Mais vous voyez ce qu'était la tribune où les magistrats pouvaient s'adresser au peuple et où ils siégeaient pour effectuer certains actes. Les rostres du IVe siècle se trouvaient sous le pavement de l'espace qui se trouve en gros entre l'arc de Septime Sévère et la curie actuelle et faisaient face au comitium, place de l'Assemblée, comme vous le voyez sur ce plan. Vous voyez, la curie qu'on peut visiter aujourd'hui, il y a même une belle exposition à l'intérieur, est là, l'arc de Septime Sévère est par là, et le temple de Saturne, le Capitole, que vous avez vu. Et au IVe siècle, la curie se trouvait donc à presque 45 degrés plus loin et donnait sur une place avec des gradins, une place circulaire. Et de ce côté-ci était la tribune dont parle Tite-Live, donc la première tribune des rostres. Ceci pour vous donner une idée de la topographie. Mais revenons à ce petit texte. Je vous ai dit que les historiens et les archéologues discutent toujours pour savoir ce qu'était exactement ce templum où l'on prenait, on votait des lois, on élisait des magistrats, etc. Une thèse doit être très prochainement présentée par un jeune chercheur qui permet de reprendre en partie cette question complexe. Elle m'a en tout cas permis de comprendre quelque chose à cette affaire qui n'est pas claire. Certains savants pensent en effet que le templum est tout l'espace où se trouvait l'assemblée des citoyens réunis pour les élections ou le vote d'une loi, notamment la grande place centrale du forum à une époque postérieure. D'autres considèrent au contraire que cet espace est bien plus petit et se limite à celui où se tient le magistrat qui dirige l'Assemblée et où l'on vient donner son vote. La question ne peut évidemment pas être résolue à l'aide du seul Tite-Live, mais le texte que je vous ai montré me paraît donner raison à ceux qui privilégient la deuxième interprétation. Dire qu'un templum est appelé rostre signifie que ce templum ne peut pas désigner autre chose que la tribune du magistrat et ne peut pas être appliqué à tout l'espace qui se trouve devant cette tribune. C'est donc un espace plutôt réduit. Un deuxième passage tend à, malheureusement il est corrompu, tend à confirmer ceci. Nous sommes en 176, il s'agit des deux consuls dont nous avons déjà commenté les difficultés lors de l'acquittement des vœux du Nouvel An, et l'affaire continue. Ici, ils se sont partagés les deux armées consulaires. Ils les ont constituées comme une armée par un lustrum, maintenant vous savez ce que ça veut dire, et ils tirent ensuite au sort pour décider vers quel lieu chacun des deux consuls mènerait ses troupes. C'est là que Pétilius, encore lui, commet une infraction au droit augural, une maladresse, un oubli. Le tirage au sort était un acte de gouvernement. On pourrait même se demander s'il n'était pas un acte
divinatoire, puisque vous constatez que Tite-Live emploie le terme auspicato, heureux. Littéralement, il tire au sort avec des auspices favorables. On savait que Valerius avait été tiré au sort de façon heureuse, auspicato, conformément aux auspices réguliers. C'est tout ce que nous savons, mais nous ne pouvons que spéculer. Donc un acte de gouvernement peut être un acte divinatoire puisqu'il s'agit de choisir, et on imagine que la main de celui qui tire les billes, les sortes, est guidée par les dieux. Et c'est un acte de gouvernement, et en tant que tel, il devait être réalisé dans un templum, un espace inauguré par les augures pour parler comme les Romains, c'est-à-dire un espace défini suivant les points cardinaux et marqué sur le sol. Dans le cas présent, nous sommes dans le camp de l'un des consuls, et comme c'est la règle, le prétoire de ce camp, donc le lieu où réside l'état-major avec le commandant, le consul, comporte toujours un templum, sans doute une tribune, parce que de là, il s'adresse aux soldats. Le texte, comme vous le voyez, est malheureusement mutilé, et nous ignorons la suite de la réponse des augures qui ont déclaré qu'il y avait eu vice de procédure puisque la sorce, la bille, avait été jetée de l'extérieur dans l'urne qui se trouvait à l'intérieur du templum. C'est ainsi que je comprends ce passage qui, entre Citel, là, ici, et Oportet, et malheureusement, il manque des choses. On ne sait pas très bien ce qui était manifestement les augures ou les gens qui ont discuté, oui, augures responderunt, donc ils ont consulté les augures, et les augures ont répondu que ce que Pétilius aurait dû faire. Toute l'histoire nous est racontée parce que Pétilius meurt peu après dans la bataille. L'irrégularité de ce tirage au sort, comme les difficultés qui avaient accompagné la procédure des vœux du Nouvel An, annonçaient en fait cette issue fatale, d'où le petit développement de Tite-Live. En tout cas, l'opération qui consistait à mettre une sorce dans une citella, une bille ou un bâtonnet sur lequel était peut-être marqué quelque chose, le nom d'un des consuls, eh bien, tout cela s'est passé dans un espace assez réduit pour que Pétilius puisse commettre l'erreur qu'il a faite. Si ça avait été l'ensemble de la place située devant le prétoire du camp, l'infraction aux règles auspiciales aurait difficilement pu avoir lieu, puisque vous étiez de toute façon dans le templum. Si le templum, c'est ma tribune ici, par exemple, et que vous êtes à l'extérieur, ou que, je ne sais pas, quelqu'un met la bille de l'extérieur, il y a une erreur, il n'est pas dans le templum, parce qu'un vote ou un acte officiel ne peut se faire que dans le templum. Donc vous voyez, ça c'est un petit point qu'on peut faire grâce à deux petits passages qui sont très très intéressants. Les auspices, auspicia, les prises de signes, liées à l'imperium, c'est-à-dire au pouvoir de commandement des magistrats, font dans les premiers livres de Tite-Live l'objet d'un débat intense, à l'arrière-plan duquel se profilent les luttes entre patriciens et plébéiens, c'est-à-dire entre les grandes familles qui étaient présentes à Rome et au Sénat avant le milieu du Ve siècle avant notre ère, et celles qui sont venues plus tard à Rome. Nous ne nous prononcerons pas sur l'aspect historique de ce conflit, ni sur la volonté de l'historien de projeter sur ces querelles, dont on avait gardé le souvenir, celles qui ont mené aux guerres civiles du 1er siècle avant notre ère, et peut-être aussi à l'émergence d'une nouvelle aristocratie d'origine italique à la faveur de ces guerres civiles, de la même manière qu'au IVe siècle, une nouvelle aristocratie romaine est issue de ces conflits entre grandes familles patriciennes et plébéiennes. Ce n'est pas ça l'objet de ce cours. Tite-Live saisit en tout cas, comme toujours, l'occasion de formuler, en passant, quelques analyses sur l'importance et la nature des auspices. Et c'est précisément ce qui nous intéresse. Un premier passage important pour notre sujet se trouve dans le livre 4.
Nous sommes en 440, après l'épisode de la rédaction des lois des 12 tables par les décemvirs. Quand je parle maintenant de décemvirs, il ne faut pas les confondre avec les décemvirs chargés de consulter les livres sibyllins. C'était une commission de 10 législateurs, si vous voulez, qui devaient rédiger les grands principes des lois. Donc, ils rédigent les lois des 12 tables. Le tribun de la plèbe Canuleius avait réuni la plèbe et demandé l'élection de consuls qui soient d'origine plébéienne. 440. Les consuls se joignent à cette assemblée et le tribun, leur ayant demandé pourquoi un plébéien ne pouvait pas devenir consul, s'attira cette réponse, peut-être juste, mais en tout cas assez maladroite dans un pareil débat, parce qu'aucun plébéien ne peut prendre les auspices. Et précisément, par la suppression des mariages mixtes, les décemvirs ont voulu empêcher une descendance équivoque de jeter le trouble dans les auspices. L'interdiction des mariages mixtes, c'était une sorte de radicalisation du droit civil dans ces conflits où les patriciens qui avaient le pouvoir ont interdit qu'un plébéien puisse épouser un patricien, une patricienne, ou l'inverse, si vous voulez. Et dans tous les cas, ça donnait des couples mixtes, comme il disait, qui étaient impropres, qui perdaient un peu leur identité. La plèbe fut enflammée d'une vive indignation en s'entendant déclarer impropre à prendre les auspices, comme si elle faisait horreur aux immortels. L'argumentation est intéressante non par elle-même, mais parce qu'elle nous apprend sur la conception du dialogue des Romains avec leur Dieu. Les consuls, si nous adoptons leur point de vue, insistent sur l'identité équivoque des plébéiens, comme pour dire que les dieux ont besoin d'interlocuteurs dont la situation personnelle ne prête pas le flanc à l'ambiguïté. Les patriciens sont des Romains, issus de Romains, et sénateurs, bien sûr, de père en fils, puisque nous parlons de l'élite qui peut prétendre à ces fonctions. Les plébéiens, quant à eux, ne sont pas souvent d'origine romaine, en tout cas ne sont pas identifiables comme le sont les patriciens, qui ont des patresses, des pères légitimes. Les plébéiens, ils n'ont pas ces généalogies. Et même les enfants de mariage mixte patricio-plébéien sont refusés. Nous verrons que les auspices et la divination sont toujours scrutés avec la plus grande précision. Cette pédanterie à propos de ce genre de détails est typique, je le répète, d'une religion ritualiste. Et c'est pourquoi un point de vue comme celui qu'exposent les patriciens conservateurs, évidemment, peut être présenté sans sombrer dans le ridicule devant les lecteurs qui auraient pu se moquer. Mais non, on parle de choses très précises, de l'identité. Tels que les rites existent, ils demandent une précision extrême de l'identité, par exemple. Un autre épisode de 394 avant notre ère répète la même chose sur un autre ton. Les dieux eux-mêmes auraient envoyé des prodiges, disait-on, lors des élections, comme pour signaler leur opposition à l'élection de plébéiens. Cela ne leur plairait pas. Enfin, juste avant le vote des lois dites licinio-sextiennes, d'après les noms Licinius et Sextus des consuls, qui autorisaient en fin de compte l'élection des plébéiens au consulat et donc leur possession des hospices pendant leur charge, puisqu'il s'agit des hospices. Tite-Live fait parler le réactionnaire patricien Appius Claudius, à nouveau, lui que j'ai déjà cité. Ce dernier, fidèle à lui-même, rappelle un autre fait qui est assez mystérieux, car nous ne disposons pas de sources claires sur la raison d'être de cet état de fait. Il s'agit de la possession privée des hospices par les patriciens. Les hospices sont si bien notre propriété que non seulement les magistrats patriciens élus par le peuple ne peuvent l'être sinon après consultation des hospices, mais nous-mêmes, de notre côté, nous n'avons pas besoin du suffrage du peuple pour, après hospice, proclamer un interroi, celui qui fait une transition, comme je l'ai déjà dit, quand les deux consuls meurent, etc.
et que nous possédons pour notre usage privé les hospices que les plébéiens ne possèdent même pas pendant leur magistrature, puisqu'on le leur refuse. Donc il s'agit de ce fait mystérieux de la possession privée des hospices par les patriciens, qui s'exprime notamment lorsque les deux consuls meurent avant que l'un d'eux puisse convoquer et présider de nouvelles élections. Devant ce vide de pouvoir et l'absence de toute personne élue capable de prendre les hospices, ceux-ci retournent, comme on dit, aux patriciens, et ceux-ci élisent pour la période en question un interroi, interrex, qui doit remettre en route la vie politique, comme en 383-2, pour des raisons qu'une lacune de texte nous empêche de comprendre. Et Appius de conclure qu'élire un plébéien comme consul revient à supprimer les hospices, qui est impossible. La loi fut malgré tout votée sans que la République ne s'écroule. C'est justement cette thèse dont je viens de parler, ça tombe bien dans un certain sens, prouve que la possession des hospices était une sorte de fonction religieuse que les vieilles familles patriciennes possédaient et que les familles plébéiennes n'avaient jamais reçue, puisqu'à ce moment-là, il y avait eu une fermeture de l'aristocratie et ils ne pouvaient pas posséder en pleine propriété ce droit de faire cela. Ils pouvaient l'obtenir, après ces lois, uniquement en étant élus à la charge. Le peuple les leur donnait pour l'année de leur charge, mais après ils les reperdaient. Alors que les patriciens, en gros, c'était un insigne de leur statut. Et ce statut lui-même se transforme peu à peu sous nos yeux, à ces époques, en une sorte de statut fonctionnel. Par exemple, vous ne pouviez pas être Flamine de Jupiter si vous n'étiez pas patricien d'origine, alors qu'au fond, rien n'aurait empêché d'élire un plébéien. C'est une sorte de droit dans cette société de statut, d'ordre extrêmement rigide, tout cela comptait. Et il semblerait que ce débat sur les hospices soit lié à tout cela. Sur un point, peu importe toutes ces querelles, n'est-ce pas, et les justifications, mais il faut le savoir, sur un point, Appius dit vrai. Il est inconcevable que la République fonctionne sans hospices. On doit prendre les hospices, par exemple, avant de voter une loi. Voilà un exemple. Et on ne livre pas combat sans avoir pris les hospices, ainsi qu'un grand nombre de passages le prouvent. Papirius, qui sert à Tite-Live d'exemple dans beaucoup de ces histoires hospiciales, est l'exemple de la bonne conduite sur ce plan. Il illustre parfaitement le comportement conforme à la tradition. Mais tous les collègues n'étaient pas aussi soucieux de la tradition ancestrale. L'un des cas de tension entre les consuls Varro et Paulus Aemilius s'exprime également dans la stricte observation du résultat des auspices. Et il est bien connu, la précipitation et l'imprudence à ces questions d'auspices de Varro conduisit en 216 avant notre ère au désastre terrible de Cannes, la bataille de Cannes dans les Pouilles, au cours duquel Hannibal extermina pratiquement 2 armées consulaires. C'est au cours de la Deuxième Guerre punique que les auspices furent contestés aussi par les armées, comme on peut le lire au livre 26, où à Rome, les sénateurs ne sont pas très contents, n'est-ce pas, de ce que les soldats veulent que tout cela se passe sur le front. La célèbre anecdote ensuite de Claudius Pulcher, qui ordonna, pendant la première guerre punique, de faire boire les poulets auspiciaux, puisqu'ils ne voulaient pas manger, eh bien, son exemple qui montre qu'à ce moment-là, on est battu par les ennemis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il illustre parfaitement l'impatience croissante des commandants devant les obstacles opposés par les auspices. Appius Claudius, avec l'arrogance typique de cette famille, c'est une sorte de trait caractéristique,
Et le signe d'un côté peut être, comme chez Flaminius, dont nous avons déjà parlé, d'une sorte d'impatience devant tous ces rites. Ils veulent s'en passer. Peut-être l'éducation grecque qu'ils avaient reçue les poussait à être un peu plus souples, disons, avec les rites. D'autre part, c'est aussi peut-être des personnes qui voudraient moderniser un peu tout cela. Et comme vous allez le voir tout de suite, parce que non seulement les hospices vous retardaient souvent avant l'action, mais parfois ils vous forçaient même à tout suspendre et à retourner à Rome, ce qui est beaucoup plus embêtant quand vous êtes en plein milieu d'une action militaire. Encore que ça pousse à la réflexion, et le système divinatoire, c'est une façon de rationaliser les événements. En tout cas, les commandants et les hospices n'étaient pas manifestement, vers la période des guerres puniques, de grands amis. Aussi, voyons-nous dans le livre 4 la reconstruction livienne. C'est un exemple qui vous montre comment cela fonctionne, d'un dictateur qui doit livrer bataille contre les Étrusques aux alentours de Fidène, c'est un peu plus loin que les Parioli, et qui a les yeux fixés du loin sur la citadelle de Rome, dans le lointain, pour recevoir des augures le signe que les auspices sont favorables, et il peut enfin commencer à en découdre. Il s'agit bien sûr d'une reconstruction d'après laquelle les prêtres, les sénateurs, les augures eux-mêmes prenaient les auspices et où ceux-ci ne pouvaient être pris qu'à Rome. Nous sommes au tout début, voyez, de l'histoire romaine. À mesure que les consuls et les armées, cependant, s'éloignaient de Rome, les problèmes commençaient à se poser. En 325, le conflit entre Lucius Papirius Cursor, élu dictateur pour remplacer un consul malade, et son second, le maître de cavalerie Quintus Fabius Maximus Rullianus, se déplace vers le champ religieux, et notamment vers ce problème divinatoire. Les deux hommes se détestaient cordialement. Cela arrive en politique. Or, il y avait un problème avec les auspices du dictateur dont nous n'apprenons rien d'autre. Souvent, il y avait des irrégularités dans l'élection des dictateurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, ou alors il y avait eu une succession d'événements préoccupants. Toujours est-il que l'un des pulaires, l'un des gardiens de poulets qui assistait les commandants romains dans la prise des auspices, avertit Papirius de ce problème. Exemplaire comme toujours, ce dernier décida de repartir pour Rome afin d'y reprendre les auspices, en enjoignant, nous sommes en Campanie, là, dans le Samnium, donc assez loin malgré tout, en enjoignant à son second qu'il adorait de ne rien entreprendre jusqu'à son retour. Un conseil que ce dernier ne suivit évidemment pas, ce qui donna par la suite lieu à une querelle publique spectaculaire entre les deux hommes, comme il en arrive d'y avoir en vie politique. Ce qui est important dans ce passage, c'est que les consuls ou les dictateurs pouvaient être amenés à regagner Rome alors que leur séjour auprès de leur armée était indispensable et qu'ils risquaient une grave défaite. Je vous montre 3 exemples de ce type, outre ceux que j'ai déjà cités, où vous voyez à chaque fois qu'au plus fort d'une campagne, le commandant est obligé d'abandonner son armée, de l'immobiliser en quelque sorte. C'est de tout cela que Archidamos se moquait quand il qualifiait les consuls et les commandants des armées romaines de simples sacrificateurs ou devins et non de militaires. En raison de ces problèmes qui étaient bien réels et incessants, qui dépendaient souvent aussi de la lutte politique à Rome même, les consuls commençaient à récuser une partie des rites, ou plutôt à expérimenter un nouveau système rituel. J'ai cité l'histoire des poulets divinatoires de Claudius Pulcher, que celui-ci envoya à la mer pour qu'ils boivent, puisqu'ils ne voulaient pas manger. Ils étaient censés manger. Il y a aussi l'histoire de Flaminius, qui est bien décrite par Tite-Live et que nous avons déjà évoquée. Nous avons parlé de son refus de fixer la date des féries, en tout cas à Rome,
et de formuler les vœux de départ, afin qu'ils ne soient pas retenus à Rome par l'obstruction des sénateurs, qui discutaient obligatoirement avec le nouveau consul de toutes ces dates et échéances. Il y avait également les auspices de départ. Il s'agissait déjà d'ailleurs du deuxième problème auspicial de Flaminius. En 223 avant notre ère, on avait mis en cause les auspices liés à son élection comme consul lors de son premier consulat, et on l'avait rappelé pour cette raison à Rome. Mais comme il était engagé dans l'action militaire, il avait refusé. Il revint triomphateur à Rome, mais dut abandonner le consulat. En 217, vous vous rappelez, en 218, il s'enfuit de Rome sans prendre les auspices de départ et sans formuler ces fameux vœux de départ, sans doute, je le répète, pour ne pas risquer d'être arrêté au cours de ces cérémonies qui devaient être accomplies avant qu'il ne quitte Rome pour retrouver ses troupes. Il peut s'agir là simplement d'arrogance de quelqu'un qui veut agir, et voilà. Mais il y a d'autres possibilités. Il est envisagé que ses ennemis auraient essayé à Rome de lui créer réellement des tracas en reportant en permanence les dates, en le retardant à Rome, parce que Flaminius avait autant de problèmes avec les humains qu'avec les dieux. Il détestait royalement la majorité des sénateurs, et l'inverse est vrai aussi. Ou alors, donc, est-ce qu'il a échappé à des chicaneries? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'il a simplement ignoré tous ces rites, lui qui prétendait, d'après le poète Silius Italicus, qui a écrit une épopée sur les guerres puniques, que l'on gagnait les batailles avec le courage des soldats plutôt qu'avec les signes des dieux. Pensez à son ami Archidamos, ce qu'il disait un peu plus tard. Je suppose qu'il y a une troisième possibilité qui peut aussi être prise en compte, c'est-à-dire qu'il aura pris en fait les auspices et formulé les vœux dans le prétoire de son camp, près de Cortone, ce qui respectait la forme, mais était contraire à une partie de la coutume liée au lieu de Rome. Et je crois que ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les commandants sont tellement pris à la gorge, littéralement, par Hannibal et par l'urgence, qu'il faut apporter un peu de souplesse, c'est-à-dire ne plus obliger les commandants à revenir à tout moment à Rome. Ça allait très bien tant qu'on se battait dans Latium et en Sabine, mais maintenant c'est fini. Dans l'imaginaire romain, en tout cas, c'est cette rupture avec la tradition qui avait été à l'origine du désastre du lac Trasimène, et Gaius Flaminius est devenu l'exemple même du consul irrespectueux des coutumes religieuses. Mais en fait, il n'était pas le seul. J'ai déjà cité l'exemple de 211 et les remarques de Tite-Live qui parlent de rites des comices légitimés par les auspices passant dans les camps et dans les provinces, loin des lois et des magistrats. C'est-à-dire de plus en plus, on devait être conduit à cela. Autrement dit, ces ruptures se faisaient progressivement, parfois avec un scandale, parfois simplement il y avait des tentatives. Toujours à propos de Flaminius, les sénateurs précisent la question. En 209, un autre exemple, le consul Marcus Valerius fut rappelé d'urgence en Sicile, mais il devait auparavant nommer un dictateur pour tenir les élections de l'année, étant donné que les deux consuls étaient retenus ailleurs. Tout ça, ce sont toujours des procédures d'urgence en plein milieu d'une campagne militaire. Et comme il était, comme Flaminius, extrêmement pressé de repartir, il dit qu'en Sicile, il nommerait dictateur Marcus Valerius Massala, alors commandant de la flotte. Les sénateurs déclaraient que, hors du territoire romain, limité à l'Italie, on ne pouvait nommer un dictateur. La Sicile est une province, ce n'est pas l'Italie. Je signale en passant la définition de l'ager romanus, du territoire romain, seul capable d'abriter les prises de décision légitimes du peuple romain et aussi les prises d'hospice. C'est un bel exemple ici. En dehors, ça n'existe pas.
Le Sénat, en tout cas, ne suivit pas Valerius, ni même les tribuns de la plèbe ne le firent. On essaya de trouver une voie moyenne en demandant au consul Valerius quelle était la personne qu'il voulait nommer, que le peuple élirait ensuite maître de cavalerie. Mais Valerius répliqua qu'il n'acceptait pas une nomination par le peuple du second qu'il devait lui-même nommer. Il partit donc immédiatement et désigna en Sicile Valerius Massala, pendant qu'à Rome, le second consul désignait un autre dictateur. Donc vous voyez les embrouillamini que le respect strict de cette coutume, il aurait dû passer une nuit à Rome, à condition que le jour suivant soit apte à prendre les auspices. Bref, il aurait encore perdu quelques jours avant de rejoindre sa flotte et son armée. Nous saisissons un lointain écho de ces débats et aussi de ces débats et de ces tentatives de réforme dans les commentaires de Servius à l'Énéide de Virgile, qui date du IVe, Ve siècle, mais il y a des échos. Servius décrit en effet d'abord les obligations imposées aux commandants par les auspices contraires ou viciés. Ces règles qui contraignaient les consuls à retourner à Rome en cas d'insuccès ne valaient d'après Servius que tant que les commandants se battaient en Italie, en raison de la proximité. Nous en avons vu des exemples. Mais, continue, lorsque l'empire du peuple romain se fut étendu plus loin pour éviter que le commandant soit trop longtemps absent de l'armée, s'il devait retourner à Rome en venant de loin pour renouveler les auspices, on décida que, dans la province dans laquelle on combattait, un lieu du territoire captif serait déclaré romain. C'est vers ce lieu que le commandant retournerait s'il avait besoin de renouveler les auspices. Le commentaire de Servius est certes tardif, mais à mon avis, il se réfère sans aucun doute au même problème que les textes de Tite-Live que nous avons évoqués traitent. Et il se rattache d'ailleurs à une procédure romaine bien connue de la fiction juridique qui a régulièrement au cours des siècles permis de faire progresser le droit romain. Quand on aboutit dans une impasse, rappelez-vous les séminaires les cours qu'a fait Cliff Ando il y a un an, et vous verrez ce que dira Dario Mantovani, les Romains créent des fictions juridiques. Ils font comme si. Et ça permet, sans changer en rien le droit, de contourner et de l'adapter au présent, parce que les Romains étaient foncièrement réactionnaires. On ne change jamais rien. C'était ça, toujours le premier principe. Et après, on essayait de se débrouiller pour changer quand même un peu. Et dans ce cas, des auspices, n'est-ce pas, qui sont affirmés, vous le voyez, toujours par les réactionnaires comme par les autres, comme une clé de voûte du système, sont immovibles. Et les réactionnaires voudraient qu'on revienne à chaque fois à Rome pour que cela se fasse dans les lieux mêmes où ça doit être fait. Mais il y a une résistance, ça commence en 249 de façon un peu tragicomique, avec ces poulets qui sont jetés à la mer, et peu à peu, quand les généraux sont en Espagne, comment voulez-vous qu'ils reviennent à Rome pour renouveler les auspices? Ce qui reste, c'est l'obligation de revenir et de renouveler, enfin pas de revenir, mais de renouveler ces auspices, et on trouve même un moyen pour le faire. On crée un espace romain qui est Rager Romanus par une fiction juridique, et c'est à ce moment-là qu'on revient à cet endroit dans une province quelconque pour renouveler les rites. Et ce qui reste, c'est évidemment les rites. Après avoir fait ces considérations générales, si vous voulez, nous pouvons maintenant revenir à la procédure même et notamment à la prise des auspices. Il est temps maintenant d'examiner la manière dont Tite-Live évoque la prise d'auspices. Il ne décrit pas ce rite d'une manière très précise, et ce que quelqu'un comme moi qui étudie les rites espérerait, mais nous avons vu qu'il donne quand même des éléments. Nous avons vu notamment que les auspices se prenaient dans un templum, un espace
qu'on dit inauguré, c'est-à-dire installé, défini et délimité et installé par les augures qui avaient eux-mêmes consulté Jupiter sur cet emplacement, tribune ou espace dans un bâtiment. C'est dans cet espace que s'installe le consul ou le dictateur après minuit, en tout cas avant le lever du jour. C'est à ce moment-là, comme ici en 310, n'est-ce pas, que Quintus Fabius nomme un dictateur, après avoir pris les auspices. Donc vous voyez, ça se fait au lever du jour, sur un templum, et manifestement, il n'y a pas grand monde à ce moment-là, parce que c'est peu après minuit que cela se fait, et il y a le consul et ses assistants, ses appariteurs, et puis peut-être un ou deux badauds, et vous comprenez que toutes les erreurs sont possibles à ce moment-là, puisque le silentium, j'y viendrai, doit être établi, c'est-à-dire il faut un silence divinatoire parfait, pas de signe qui trouble. Le texte ne dit pas que Quintus Fabius prend les auspices, mais le moment même où se déroule la procédure et l'exigence du silentium, de l'absence de perturbation, qui est l'une des règles imposées à celui qui prend les auspices, prouve que l'historien résume bien la procédure d'une prise d'auspice. C'est dans la prise d'auspice mouvementée qui précéda la bataille d'Aquilonia en 293 avant notre ère que Tite-Live décrit avec davantage de détails la prise d'auspice. Le consul Papirius se lève, comme nous l'attendrions, quand le silence absolu, le silentium, c'est-à-dire l'absence de tout élément perturbant, est établi. Nous savons nous reviendrons à ce texte, nous savons par le dictionnaire de Festus que l'hospicant se lève après minuit du lit qu'il a fait préparer sur place. Il est donc sur sa tribune, mettons, et il y a installé un lit où il se repose sous une tente. Et après minuit, pour être prêt, dès que le silence absolu, le silentium, est établi. Donc, il se lève après minuit et vérifie que le silentium est établi. Le silentium est le terme le plus généralement employé pour indiquer que celui qui prend les auspices n'a pas été interrompu par quoi que ce soit pendant la prise d'auspice, un bruit, une parole, un événement quelconque. La présence du silentium proclame que les auspices étaient dépourvus de tout vice, et se lever dans le silentium signifie avoir reçu des auspices inattaquables. Mais vous comprenez aussi qu'il peut toujours y avoir un chat qui crie, un chien qui aboie, un corbeau qui se réveille ou un coq qui crie, n'importe quoi. Et donc le silentium peut toujours être interrompu. Et à ce moment-là, la nomination du dictateur, par exemple, n'est plus valable. D'où ces interminables histoires. Après avoir fait constater l'absence de perturbation, donc Papirius envoie son Pularius, son pulaire, prendre les auspices. Le Pularius était ainsi nommé d'après les poulets auspiciaux dont il avait la charge. Ceux-ci étaient transportés dans des cages conservées dans l'entourage du consul, prêteur, dictateur, pour que ceux-ci puissent prendre à n'importe quel moment les auspices. Il existe à Rome une pierre tombale d'un Pularius qui représente la cage portable avec les poulets qui mangent. Vous les voyez bien à l'intérieur, la photo n'est pas terrible, mais vous voyez bien la cage avec ses portes grillagées, un joug pour la porter, et puis à l'intérieur, vous voyez les deux poulets qui picorent par terre, parce qu'il fallait qu'ils mangent. C'était ça le principe, la manière dont ils mangeaient. Et l'observation regardait comment ils mangeaient quand on les faisait sortir de la cage. S'ils ne mangeaient pas, comme dans les auspices de Claudius Pulcher pendant la Première Guerre punique, c'était un signe négatif qui traduisait l'opposition de Jupiter à l'égard de la décision
à propos de laquelle le magistrat, le proconsul, le consul les consultait. S'ils mangeaient, en revanche, goulûment, au point de faire tomber des aliments de leur bec, c'était un signe éminent, qu'on appelait tripudium solistimum. Or, le pullaire de Papirius était trop pressé de se battre, alors que les poulets ne mangeaient pas, ce qui était très mauvais signe. Il annonça au consul des auspices éminents, un tripudium solistimum. Et le consul, content de ces auspices extrêmement favorables, donna l'ordre de livrer bataille. Nous verrons une prochaine fois la suite de cette décision, qui est exemplaire, je dois le dire tout de suite. Je vous remercie.